Alors, le nom de Günther Anders a été très souvent associé à la catastrophe, tant qu'on l'a appelé la Cassandre de la philosophie allemande ou le philosophe de l'Apocalypse. En un sens, cela est légitime, mais il ne faut pas l'interpréter dans un sens pessimiste. Parce qu'il y a effectivement une explication et une description très structurée qui le mène à ce jugement. Donc la catastrophe est évidemment la destruction du monde et c'est un issue qui est devenu nécessaire, presque obligatoire selon la morale de la technique, à partir de ce que Anders désigne comme la troisième révolution industrielle. Donc, il ne fait pas une analyse historique très précise, mais il individue trois changements dans le monde qui ont amené à la mise en place d'un système technique totalitaire. On a la première révolution industrielle qui équivaut à la production des appareils par d'autres appareils. La deuxième révolution industrielle avec laquelle l'homme non seulement produit des appareils, des produits pour satisfaire à ses besoins, mais fabrique aussi ses propres besoins, ce qui le met au milieu de la chaîne de production au lieu de le laisser au début et à la fin. Et la troisième révolution industrielle consiste en la production de la destruction de l'homme. Et ce que, disons, l'événement qui symbolise cette révolution, ou qui l'a même entamée, c'est la production de la bombe atomique. Donc on est dans une situation où le système de production est devenu tellement puissant, où l'accélération technique a tellement grandi que l'homme ne produit pas tout simplement pour produire, mais il finit par produire dans le but qui n'est pas tout à fait conscient pour lui, dans le but de détruire. Et c'est comme ça que la troisième révolution industrielle aboutit à la destruction totale du monde, et ce qui permet de voir aussi comment l'homme n'est pas exclusivement un être passif, mais s'adopère activement pour sa propre destruction. Alors, le fait que Anders choisisse la bombe atomique pour désigner cette époque ne signifie pas que seule la bombe atomique soit indispensable pour produire des événements monstrueux. Et notamment, Anders parle de monstrueux à propos de quelque chose qui caractérise le système de production, même avant, et en général le comportement de l'homme, même avant la production de la bombe atomique. Et c'est par exemple, c'est dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale ou d'autres génocides qui ont eu lieu dans le XXe siècle, et comme la production en masse donc la production de la destruction en masse de l'humanité, qui notamment dans le cas des camps d'extermination a été produite par des hommes qui étaient juste en train de travailler et qui, en vertu, à cause plutôt du décalage, n'étaient pas tout à fait conscients des effets que leurs actions produisaient. Ou alors, ils le savaient, ils les connaissaient, mais leur sensibilité n'était pas à la hauteur de ces événements. Cependant, la nouveauté apportée en termes de destruction par la bombe atomique représente tout de même pour Anders un changement épocal, et on peut comprendre cela en relation à l'analyse du nihilisme qui, pour Anders, est accompli concrètement, donc est accompli dans l'action à l'époque technique,
Et dans cette époque, le nihilisme devient une annihilation. Et donc, il joue sur ces deux mots. Et en faisant quelque chose qu'il fait en réalité à plusieurs reprises, en reprenant des concepts qui ont une valeur plutôt métaphysique et en le reportant à des situations concrètes. Et donc, le nihilisme est accompli concrètement pour devenir une forme d'annihilation, à savoir de destruction totale du monde. Et il y a un lien direct qui est assez fort entre ces deux concepts, et ce qui permet à Anders d'affirmer que c'est la bombe elle-même qui a un comportement nihiliste. Et cela dépend du fait que le nihilisme, historiquement, se produit, selon Anders, comme un renversement d'une position de monisme métaphysique, c'est-à-dire d'une position qui considère tout l'existant comme un, qui ne voit pas de différence entre les choses et traite le monde comme une totalité. Et de là, le renversement de cette position, c'est que si tout est un, si tout est la même chose, s'il n'y a pas de différence à souligner, tout est égal, et de tout égal, on passe à tout est permis. Et en effet, la bombe atomique a un comportement nihiliste justement parce que en détruisant tout de la même manière, elle raisonne comme si elle avait juste affaire avec les temps en totalité, avec le monde entier, qui peut exister ou ne pas exister, mais par rapport auquel il ne fait pas de différence entre les états, entre les objets, et il n'y a pas de différence si le monde existe ou n'existe pas. Mais Anders va beaucoup plus loin dans son analyse du nihilisme et de l'annihilation en affirmant que ce n'est pas seulement la bombe qui est nihiliste, mais ce sont même les personnes qui possèdent la bombe qui sont des nihilistes en action. Et cela à cause des dogmes, des préceptes sur lesquels repose l'ontologie et la morale technique. D'un côté, parce que si quelqu'un possède la bombe, il est moralement obligé à l'utiliser, parce que rien ne peut être produit sans être utilisé et employé ensuite. Et d'un autre côté, parce que le possesseur d'un objet hérite, disons, ce qui caractérise l'objet en tant que tel, au sens où les maximes, les préceptes de l'ontologie et de la morale ne sont pas une idéologie qui se superpose à un monde réel, mais ce sont des incarnations de ces idées. Donc, les objets sont des idées, des préceptes qui sont incarnés. Et ce qui a comporté évidemment une transformation du monde tout entier, et non pas une superposition d'une ontologie avec un monde qui serait vieux et pré-technique. Et c'est pour cela que Anders peut affirmer que même les possesseurs de la bombe atomique sont nihilistes, et être nihiliste signifie être prêt à l'annihilation. Mais à un troisième niveau, il arrive jusqu'à affirmer que même les victimes de la bombe atomique sont considérées comme des nihilistes. Et à ce propos, il fait une brève analyse historique en montrant comment le nihilisme est devenu une philosophie de masse, donc de plus en plus répandue parmi les non-philosophes et les non-spécialistes, précisément dans la même décennie où la bombe atomique a été construite. Et Anders affirme qu'il y a une espèce de syndrome qui se crée par la conjonction du nihilisme et de l'utilisation de la bombe atomique, donc de l'annihilation. Et en effet, cela peut se voir au sens où
il se forme cette espèce de syndrome, donc de raisonnement dans les individus, pour lequel l'existence de la bombe atomique est la preuve de l'insignifiance de l'homme, donc du fait que l'homme peut être détruit à n'importe quel moment de manière définitive, et l'absurdité de l'existence devient à son tour une sorte de justification de l'utilisation de la bombe atomique. Et d'ailleurs, c'est dans ce même cadre que Anders cherche à donner une interprétation assez différente, mais même originale, de la différence ontologique pour Heidegger. Et il arrive jusqu'à définir Heidegger comme un prophète apocalyptique déguisé en un philosophe qui parle d'ontologie. Et cela dépend du fait que pour Anders, qui cherche donc toujours à remplir d'un contenu actuel, politique et moral, des concepts plutôt métaphysiques, la différence ontologique en tant que différence entre l'être et l'étant n'a véritablement de sens que si justement on l'interprète dans un sens politique et moral, et donc on la met en relief comme donc on l'envisage à partir de la possibilité de non-être de l'étant. Donc c'est à partir du moment où l'étant risque la destruction totale qu'il est censé d'opérer cette distinction entre l'être et l'étant, évidemment en changeant la signification du mot être par rapport au contexte heideggérien, mais en gardant quelque chose qui est central chez Heidegger, et donc la possibilité d'envisager la dimension de la temporalité et de la possibilité qui caractérise l'être. Et cela est précisément la tâche du moral critique qui s'opposerait à la morale technique et qui découle évidemment d'une prophétie apocalyptique. Et pour terminer, on peut juste se demander si pour Anders, la catastrophe est un issue nécessaire de la troisième révolution industrielle. Et la réponse est oui. Parce que la morale critique est possible, même si il n'y a pas de fondement moral ou métaphysique de cette critique. Mais le problème, c'est comment elle peut s'accomplir. Elle peut s'accomplir en travaillant sur la sensibilité, parce que c'est la sensibilité qui permet de changer la signification de ce qui peut être considéré un résidu d'humanité ou d'une humanité en tant que résidu. Et donc c'est à partir de ce travail sur les émotions et d'un autre côté sur l'imagination qui doit devenir la nouvelle perception d'aujourd'hui. Mais évidemment, Anders souligne bien comment le travail sur la sensibilité est quelque chose d'extrêmement lent, parce que les émotions peuvent changer, donc il y a bien une histoire des émotions, mais leur évolution est beaucoup plus lente par rapport au système de production. Donc ce que concrètement la morale opposée à la technique peut faire, c'est de ralentir, de chercher à rattraper un peu les décalages pour reporter en arrière l'accélération technique, mais c'est juste retarder